Donc deuxième partie de la vidéo pour les esquisses. On a vu dans la première partie les outils de création, ou en tout cas une partie. On va voir maintenant les outils de modification jusqu'aux contraintes, sachant que dans les outils de modification, on va vraiment pas forcément tout utiliser. Euh, Ce sont des outils qui peuvent être pratiques, mais très ponctuellement. Je pense à des outils comme déplacer, copier, rotation. Je les ai quasiment jamais utilisés. C'est-à-dire que pourquoi déplacer un objet que l'on aura dessiné quelque part avec cet outil? Et je suis genre par contre déplacer le point de base ici, là, voilà, je veux le déplacer là. Je trouve ça vachement compliqué alors qu'un simple cliquer-glisser, pardon, suffit pour déplacer l'objet. Ce qui compte, ça va être ses cotations. Donc, à partir du moment où l'objet est lui-même contraint et qu'on met une cote par rapport à une origine, eh bien, l'objet va se déplacer. Voilà un petit peu le principe. Donc, si vous êtes sans arrêt en train d'utiliser ces outils de déplacement, de copie, de rotation, peut-être n'avez-vous pas la bonne méthode de dessin. Je pense aussi à l'ajustement. Alors, avec AutoCAD, on est sans arrêt en train de dessiner des lignes qui sont comme ceci, et puis après, on ajuste, on enlève des objets. Alors, pourquoi pas dessiner directement la bonne forme. Donc là aussi, peut-être revoir votre principe de fonctionnement au niveau des esquisses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer moi les outils qui sont nécessaires, que l'on utilisera souvent. Et donc, je pense notamment à la fonction décalage. Pour expliquer cet outil, je vais dessiner une forme bien particulière. Hop, j'ai été un peu trop loin. Donc, un trapèze rectangle avec quelques cotes pour le contraindre. Comme celle-ci par exemple. La commande décalage permet donc de décaler tout un contour, ou juste une ligne, mais tout un contour vers l'extérieur ou vers l'intérieur. J'y appose une cote et ce contour est entièrement contraint à 20 de chaque côté. Il n'y a aucune contrainte à rajouter. Donc il a détecté automatiquement les contours. Ça c'est super, impeccable. Et si je veux décaler que ça et ça, que trois segments sur le contour, eh bien comme la commande détecte complètement le contour, je suis obligé de la lancer, faire un clic droit et décocher une option. En fait, ce sont des options qui permettent de sélectionner la boucle complète. Donc moi, je ne veux pas la boucle complète, donc je décoche cette option. Et bien maintenant, ma sélection pour le décalage, c'est bien unitaire. Par contre, il faut que je continue à sélectionner et puis dans l'ordre. Il faut que ce soit jointif. Je m'arrête ici, donc je fais un clic droit continuer. Là, j'ai une sorte de sens interdit comme si ce n'était pas possible. Parce que arrivé ici, mon décalage en fait part du premier objet sélectionné. Donc si je décale trop et j'arrive ici, c'est plus possible. Voilà, donc j'y mets par exemple une autre valeur. Et mon contour est à nouveau décalé. Alors j'ai fait exprès de prendre cette forme-là pour pas se faire avoir par le décalage avec une perpendiculaire. On a l'impression que l'extrémité de cette ligne-là est dessus. On voit bien que le décalage ici décale de manière perpendiculaire l'objet. Donc l'extrémité de cette ligne n'est jamais contrainte sur l'autre ligne ici. Donc quand on est à la perpendiculaire, c'est une fausse impression. On n'a pas du tout de contrainte. Alors qu'est-ce qui permet de voir, là je le sais, mais qu'est-ce qui permet de voir qu'un objet est entièrement contraint, jointif, bout à bout ou sur une ligne? Il vous suffit de simplement sélectionner les objets. Et déjà, vous allez voir toutes les contraintes qui sont apposées, mais aussi toutes les contraintes de coïncidence bout à bout au niveau des lignes. Et vous constatez qu'en bout de ligne ici, il n'y a rien. En bout de ligne, il n'y a rien ici. Dès que je crée quelque chose, eh bien, il crée automatiquement ces contraintes-là. Par contre, en bout de ligne, il n'y a aucune contrainte. Ce qui nous permet de voir instantanément ici qu'il y a, pas un problème, mais qu'en tout cas, il ne s'est pas permis de contraindre l'objet. Alors on peut soit glisser, déposer l'objet dessus, soit
prendre l'outil contrainte de coïncidence. Donc je prends l'extrémité, la ligne, l'extrémité, la ligne. J'aurais pu faire l'inverse, hein, prendre la ligne et l'extrémité, c'était pareil. Il faut impérativement contraindre ça si vous voulez pouvoir faire une extrusion d'une zone particulière. Donc l'outil décalage, attention, pareil, cette option est active à chaque fois, donc je la recoche. Alors vous avez probablement vu une autre option ici qui s'appelle contraindre le décalage. On va la laisser, je dirais, cocher cette contrainte. C'est ce qui permet d'avoir une seule cote pour tout le décalage. Sinon, il faudrait mettre une cote, une cote, une cote. Et dans ce cas-là, aucun intérêt. Moi, je suis capable de dessiner également un truc comme ceci avec les références de parallélisme, de perpendicularité et mettre mes cotes après, hein. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des outils, mais on n'est pas forcément obligé de les utiliser parce que peut-être qu'un autre va être plus rapide. Alors, j'utilise souvent donc, cette commande de décalage. Très honnêtement, les autres beaucoup moins. Scission, à la rigueur, des fois on trace un trait qui traverse tout, c'est un seul morceau. Et la scission peut être pratique pour dire voilà, moi maintenant j'ai deux segments. Alors la contrainte reste, donc ça c'est pas mal. Ça fait deux morceaux. Par exemple, pour faire de l'ossature métallique, ça peut être pratique. Donc voilà, donc je vous explique pas plus ces outils. Au pire, quand vous les utiliserez, vous aurez l'aide qui vous permettra de suivre les indications. Mais dites-vous bien, si j'utilise ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a peut-être un problème de dessin dans votre esquisse et vous allez peut-être trop par quatre chemins alors qu'on pouvait faire ça beaucoup plus simple. Alors, c'est pareil, les réseaux rectangulaires, réseaux circulaires et les symétries en 2D, mais très honnêtement, je ne le fais pas non plus. Je fais ça en 3D. Donc, oubliez ces outils 2D. Alors, je supprime ceci et je vais continuer le dessin. Alors, quand vous dessinez en esquisse, que vous faites une géométrie puis que vous la supprimez, par exemple, je dessine un rectangle ici et puis je dis oh non, c'était pas ça que je voulais, et puis vous prenez les rectangles et vous prenez en même temps la géométrie du point de centre et puis vous faites supprimer. Et bien vous vous retrouvez avec le point de centre qui vient de disparaître. Attention, il n'y a plus d'accrochage. J'ai l'impression que ça s'accroche avec un point jaune. Normalement, il fallait un point vert. Si je dessine ceci, mon rectangle n'est absolument pas contraint. Il faut donc faire réapparaître le point de centre. C'est une simple projection. Vous allez dans le navigateur sur le dossier origine, prendre le point de centre. Vous cliquez dessus et puis vous faites échappe. Le point de centre vient de revenir. Ça aussi, c'est la base. Vous allez vous faire avoir un départ. Alors, je vais vous expliquer la cotation, tout ce qu'on peut faire en cotation. Pour cela, je fais volontairement une esquisse avec de multiples formes et il est évident que je ne l'aurais pas dessiné comme ceci. Mais c'est juste pour avoir un peu tous les cas de figure de cotation. Donc, la cotation d'une esquisse, vous prenez si possible le trait complet pour coter sa dimension. Si vous ne pouvez pas, par exemple pour la hauteur, je n'ai pas de segment qui représente la hauteur, je suis obligé de prendre deux traits. Si on ne peut pas prendre deux traits, vous prenez un trait et un point. Et si vous ne pouvez pas, vous prenez deux points. Mais vraiment dans cet ordre que je viens de vous indiquer. Si on prend par exemple la cotation, donc c'est toujours le même outil de cote, si je prends un arc, il va me proposer une cotation automatiquement de rayon. Si je prends la cotation d'un cercle, il me prend automatiquement la cotation de diamètre. Par contre, je peux choisir, lorsque je fais ma cotation de cercle, de choisir la cotation en rayon, par exemple. La cotation d'un trait, normalement, c'est les cotations sur X ou Y. Si je veux être aligné à mon segment, je me rapproche. Vous voyez, il y a un petit symbole à côté de ma flèche. Eh bien, là, j'en ai pas. Là, il y a un symbole. Donc, ça veut dire que si je reclique, j'obtiens une autre façon de coter. La cotation donc alignée. Si je prends deux segments non parallèles, j'obtiens une cotation d'angle. À vous de placer votre angle sur la position qui vous convient. Par exemple, ici pour coter les 30 degrés. Alors, on est souvent amené à coter des anthrax. Donc, il vous suffit de prendre deux cercles n'importe où, ou les points de centre, et vous pouvez obtenir la cotation d'anthrax. Des fois, je veux obtenir plutôt des cotations de tangence.
Alors là, par exemple, je veux coter la position, l'espacement minimum qu'il y a entre les deux cercles. Mon premier clic va être à peu près dans cette zone-là, mais sans précision particulière. Alors que mon deuxième clic va être vraiment plus précis. Si je me mets là, le symbole indique que je vais avoir une cotation d'anthrax. Si je me rapproche de la position de tangence, hop, vous voyez, il y a très peu de delta pour avoir ce segment. Mais soyez précis au niveau du curseur et vous obtiendrez une tangence par exemple ici. Je peux également coter une tangence par rapport au bas. Comme c'était la deuxième sélection qui demandait la tangence, il faut d'abord que je sélectionne le segment ici pour ensuite non pas prendre ça, mais cette position pour avoir la tangence. Voilà. Vous avez dans cet exemple à peu près toutes les sortes de cotations que l'on peut faire avec un seul outil de cotation. Alors, à chaque fois que je dessine, je vais vous expliquer maintenant les contraintes géométriques. Donc à chaque fois que je dessine, des contraintes se sont apposées automatiquement. Quand je refais une fenêtre de sélection sur les objets, je vois apparaître les contraintes. Et je peux faire disparaître ces contraintes. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire disparaître la tangence du segment ici. Je la sélectionne, je clique dessus, puis je fais supprime. Ça permet de casser, en fait, la contrainte. Quand je dessine une ligne, puis une autre, il me propose automatiquement une perpendicularité. C'est peut-être pas ce que je voulais, je clique dessus, je fais supprime. Pardon, j'ai pas cliqué, je clique dessus, je fais supprime. On voit maintenant que ces objets ne sont plus, je dirais, perpendiculaires. Donc essayez de dessiner en activant automatiquement finalement ces contraintes. On va appeler ces contraintes des contraintes automatiques. Mais vous pourriez les apposer plus tard. Par exemple, vous avez loupé votre tangence ici, vous pouvez faire une tangence, donc ça avec ça. Vous pourriez dire que j'ai une perpendicularité entre ça et ça. Donc vous avez ici un lot de contraintes. On a par exemple la contrainte de coïncidence, donc je vous l'ai montré tout à l'heure pour pointer un point sur quelque chose. Donc la coïncidence c'est vraiment ça. C'est un point sur une géométrie, ou un point sur un point. Collinéarité, c'est deux lignes, je dirais collinéaires. Hein. On a une ligne ici, une ligne ici. Donc là, elles sont parallèles, mais elles ne sont pas collinéaires. Si je rends collinéaires ces deux lignes, elles sont vraiment en face dans la continuité. Coïncidence, coïncidence. Concentricité, excusez-moi, c'est de même centre. Alors on pourrait mettre une contrainte de coïncidence, je vais y arriver, entre deux points, sauf quand on est dans des cas avec des arcs de cercle très très grands. Vous pourriez avoir des points de centre qui sont très très loin, il faudrait zoomer pour choper les points, c'est pas facile. Alors qu'ici, sans zoomer, je peux dire que c'est concentrique, que ça est concentrique avec ça. Alors forcément, ça décale l'objet un peu plus loin. Blocage, c'est pour rendre des contraintes, des objets bloqués. Il n'y a pas de contrainte, je dirais plus géométrique que ça. C'est que on peut récupérer de la géométrie, par exemple d'AutoCAD. On sait que géométriquement c'est bien placé, donc on veut les bloquer. Ce qui fait qu'on ne peut plus les bouger simplement par un petit cliquer-glisser comme ceci en tirant dessus. Le parallélisme de lignes parallèles, voilà. Perpendicularité, on l'a vu. Horizontalité, verticalité. Donc, par exemple, je peux rendre une ligne horizontale. Vous voyez, quand je clique dessus, il y a un aperçu de l'horizontalité. Il y a une autre subtilité qui est pas mal, c'est qu'on a la possibilité de mettre deux points horizontaux. Je peux prendre cette ligne-là est horizontale avec, ce point-là est horizontal avec ce point-là. Donc plutôt que de prendre une ligne, on peut prendre aussi deux points. Ça, c'est pas mal. Pareil pour la verticalité. Donc les tangences, on l'a vu. Ensuite, on a l'égalité. Alors l'égalité, c'est pas mal. Deux cercles de même dimension, deux lignes de même longueur. Alors on voit pas trop la différence, mais si je tire sur une ligne, l'autre longueur va changer. Si j'agrandis un cercle, l'autre cercle va changer également. Alors je ne vous ai pas décrit les autres contraintes ici, puisque on ne va pas forcément les utiliser. Le lissage G2, c'est une sorte de tangence qu'on va appliquer plutôt sur de la spline pour faire des formes très complexes.
Et la ligne de symétrie, enfin les contraintes de symétrie, c'est surtout quand on utilise la symétrie en 2D, puis je vous avais dit qu'on utilisait très peu. Donc je passe cette info-là. Donc voilà pour les outils de modification, les cotations et les contraintes géométriques. Donc il y aura une troisième étape pour expliquer un petit peu les formats et les types de lignes.